veut juste pas faire toute roche, on pense à toi aussi. Faut que ça change, yeah, hey. Faut que ça change, yeah, hey. Fait qu'on serait rendu à notre deuxième bloc de présentation avec l'Association québécoise des infirmières et infirmiers, alias l'AQI, avec qui, en fait, on va faire une mise en commun de l'état des lieux. Fait que le but ici, là, on a vu un peu comment que ça se passe en France. C'est inspirant, on a vu des similarités beaucoup avec qu'est-ce qu'on vit ici. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est où est-ce qu'on en est avec la lutte soignante depuis la pandémie au Québec. Alors, Marjolaine, Nathalie et Alex, c'est à vous. Je vais désormais passer la parole à Nathalie Staquet-Doucet qui va poursuivre ce beau bloc sur l'état des lieux de la lutte infirmière au Québec. Fait que merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente de faire partie de cette rencontre-là ce soir. Moi, je voulais juste faire un petit retour sur les actions qui ont eu lieu depuis le début de la pandémie, dans le fond, puis peut-être aussi un petit peu avant, particulièrement à ce qui a trait aux infirmières de Gatineau, pas juste les infirmières, les soignants, parce que le 6 de l'Outaouais est aux prises avec de nombreuses luttes infirmières depuis plusieurs années. Puis je vais revenir là-dessus parce que depuis très longtemps, depuis que je suis militante, activiste, infirmière, j'entends tout le temps des gens qui me disent: «Mais les infirmières font rien, font rien». Et ça, c'est pas vrai. Il y a énormément de choses qui sont faites. Les infirmières, beaucoup d'infirmières sont extrêmement mobilisées. Mais c'est important de comprendre qu'à cause qu'on est un travail de femme, même s'il y a des hommes parmi nous, euh, ça prend un effort énormément plus grand pour se faire entendre. Tandis que, tu sais, des travailleurs de la construction vont bloquer un coin de rue une fois, puis ça va être fini, ça va être dans tous les journaux. Donc, c'est important de comprendre aussi les différences entre les infirmières euh, quant aux enjeux structuraux de sexisme systémique qui existent dans le réseau de la santé, qui nous affectent directement et qui affectent notre capacité à prendre la parole et aussi à se faire entendre par le gouvernement, dans la société en général, et à créer des liens de solidarité entre nous. Donc, je veux juste commencer avec le 6 de l'Outaouais, les infirmières de l'hôpital de Gatineau, de l'urgence plus spécifiquement, parce que ça fait plus de 3 ans qu'ils se mobilisent régulièrement, parfois plusieurs fois par mois, à travers des grèves illégales, des sit-ins, des mobilisations, pour dénoncer le temps supplémentaire obligatoire, pour dénoncer les conditions de travail absolument abominables qui mettent les patients en danger. Donc, on ne parle pas juste ici de revendications, j'ai plus de cash. C'est comme non, il y a du monde qui sont en danger à cause des décisions administratives qui sont prises. Et donc, je vais revenir, disons, début 2018, en février, une cinquantaine de personnes de l'urgence de Gatineau. Donc, des infirmières, des médecins, des commis, des préposés aux bénéficiaires. Donc, des gens qui ne sont pas tous du même. Mélina parle du livre noir, c'est en plein de ça que je parle. Mélina était là live and direct. C'était une des personnes impliquées là-dedans. Mais c'est vraiment important parce que ce livre noir-là, donc c'est une cinquantaine d'intervenants de l'urgence, de différents syndicats qui ont dit on va faire des témoignages, on va les rassembler en livre. La direction du CISO ne veut rien savoir de nous autres, fait que nous, on va agir par nous-mêmes. Et donc, ils ont ramassé ça, ils l'ont publié, ils l'ont remis à la direction du CISO et en même temps, ils l'ont remis aux médias. On a fait un lancement à Gatineau dans un bar, il y a eu une soirée open mic, c'était vraiment exceptionnel. Et puis, depuis ce temps-là, ça continue sur une base régulière. La FIC a repris ce concept-là du livre noir un peu partout à travers le Québec. La FIC a sorti des livres noirs de Mauricie, de Laval, de plein de Cécius. Donc, on voit que ça a eu un impact durable à travers la province et qu'il y a eu un impact aussi sur les directions syndicales qui ont vu que, OK, ça, c'est du monde mobilisé. On a besoin de suivre le mouvement. Puis le livre noir a été tellement vu que ça, c'était avant l'élection de la CAQ. Et un député de la CAQ avait même cité le livre noir des urgences de l'Outaouais à l'Assemblée nationale, alors qu'il était dans l'opposition. Évidemment, on voit très bien que c'est facile pour eux autres de parler quand ils sont dans l'opposition. C'est rare qu'ils font de quoi quand ils sont vraiment au pouvoir. Mais c'est pour ça que c'est important de continuer la pression là-dessus. Donc, suite à ça, il y a eu plusieurs sit-ins, plusieurs événements.
Il y a une infirmière de Gatineau qui est même allée à Québec rencontrer le ministre de la Santé de l'époque, Daniel Mécan. Il y a eu des rencontres avec des députés. Après ça, en 2019, il y a eu encore une rencontre avec des ministres. Cette fois-ci, c'était avec la ministre Marguerite Blais, qui ne sert pas à grand-chose de ses propres aveux. Donc, je souligne ça parce que ça, c'est un exemple au Québec, mais qui démontre que les infirmières ont littéralement fait tout ce qui était en leur pouvoir de faire, des mobilisations comme une grève, un sit-in, de passer à travers les soi-disant canaux officiels qui nous disent tout le temps que c'est pour ça qu'ils nous sanctionnent, qu'on ne peut pas parler publiquement, parce que les canaux officiels dans le milieu de la santé, c'est des cul-de-sac, ça ne mène à rien. Donc, ça, c'est des personnes qui se sont mobilisées et qui ont poursuivi tous les canaux qu'ils sont supposés de faire pour essayer de faire changer les choses. Et que cette lutte-là a vraiment souligné le fait que notre réseau de la santé tel qu'il est, surtout depuis la réforme Barrette, n'est pas fait pour fonctionner. C'est un système qui, à son niveau normal, est complètement dysfonctionnel. Donc, ce n'est pas une erreur du système, la loi de l'Omerta. Ce n'est pas une erreur ou un problème de certaines personnes qui ne sont pas fines, qui sont placées. C'est vraiment des enjeux structuraux du réseau de la santé. La pandémie aussi, depuis le début de la pandémie, on regarde ça. J'ai fait un petit recensement rapidement pour le fun de voir le nombre de sit-ins qu'il y avait eu depuis le début de la pandémie. J'ai arrêté au mois d'octobre, juste entre le mois d'août et le mois d'octobre, j'en ai recensé plus d'une trentaine dans 15 milieux différents à travers le Québec. On parle de Trois-Rivières, du Sur-Roi, de Québec, un peu partout à Montréal, Valleyfield, Drummondville, Saint-Hyacinthe. Donc, c'est pas vrai qu'on fait rien. Ce qu'on a de la difficulté à coordonner, c'est les actions. Comme ces 30 sit-ins-là, ça aurait été le fun qui arrive toute la même journée. T'sais. Maintenant, on sait qu'on en a eu 30. D'essayer de gagner le syndicat à adopter cette vision-là. En même temps, les sit-ins, le tribunal administratif du travail, à de nombreuses reprises, est intervenu dans les milieux, dont à Gatineau, pour dire c'est légal, vous n'êtes pas gentil, vous n'êtes pas supposé de faire ça. Évidemment, sans se positionner sur les enjeux absolument dangereux des conditions qu'on se fait imposer à tous les jours. Mais les infirmières de Gatineau, encore une fois, j'utilise beaucoup parce que c'est vraiment incroyable. Si vous suivez, vous tapez infirmière Gatineau pour avoir les articles de 2017 à 2020, c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Elles ont décidé, à place de faire des sit-ins, ils font des travaillons ensemble. Donc, le tribunal administratif les a menacés de toutes sortes d'affaires. Donc, au lieu d'arrêter de travailler, ils se disent, OK, s'il y en a une qui est pointée pour du temps supplémentaire obligatoire, du TSO, on va toutes rester. Donc, ça vient frapper l'employeur aussi dans sa bourse, parce que ça coûte plus cher. Évidemment, ça prend un grief pour être payé. Mais en même temps, en général, toutes les fois qu'ils l'ont fait, ça a pris à peu près 1 heure ou 2, puis ils avaient finalement trouvé quelqu'un d'autre pour venir remplacer. Donc, ça aide vraiment à souligner le fait que le TSO, c'est pas quelque chose qui est de notre faute, les infirmières soignantes, c'est vraiment un enjeu de gestion. Donc, il faut arrêter de se dire, comme infirmière, puis c'est des actions comme ça qui nous permettent de réaliser ça, que faut arrêter de se dire, ah, mais si moi, je ne reste pas en TSO, qu'est-ce qui va arriver aux patients? Ça, c'est pas de nos affaires. Ça, c'est le gestionnaire qui est responsable de ça, pas nous. Donc, si moi, je ne reste pas, la conséquence de ça, c'est qu'il y a un gestionnaire qui a un travail à faire pour trouver quelqu'un d'autre pour me remplacer. Mais c'est absolument mon droit de ne pas rester au travail. Et ça, c'est important parce que nous, on n'a pas, moi, quand je suis au travail, je n'ai pas accès à la liste de rappels. Fait que je ne peux pas me mettre à appeler tout le monde. Ce n'est pas dans mes tâches. Je n'ai pas les outils pour le faire. Il faut arrêter de se mettre cette pression-là, de penser que, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? C'est de ma faute s'il y a des patients qui va arriver quelque chose. Non, ce n'est pas de notre faute. C'est la faute au gestionnaire qui est supposé de s'occuper de la dotation et des horaires. Il y a des enjeux de ce côté-là. Il y a beaucoup de femmes aussi qui font du travail d'horaire. La réforme Barrette a aussi déstabilisé le milieu de la gestion, le milieu des ressources humaines. Mais c'est important d'arrêter de se culpabiliser pour des enjeux qui ne relèvent pas du tout de nos tâches comme infirmières. À part les sit-ins et les mobilisations plus au travail, les infirmières, depuis le début de la pandémie, oui, OK, je t'ai vu, ont été extraordinairement présentes sur les réseaux sociaux. Donc, des témoignages d'infirmières qui ont été délestées, de collègues, des personnes qui ont vraiment, qui n'avaient plus rien à perdre, qui n'avaient plus peur et qui se sont exprimées publiquement. Il y a eu des sanctions et des menaces de sanctions.
Mais en ce moment, l'omerta a de l'air d'être à son plus fort, mais elle est en fait à son plus faible. Donc, plus que d'intimidation, plus que ça veut dire qu'on a un poids. Parce que là, ils ont peur, ils vont faire quoi? Ils vont nous renvoyer, ils vont nous suspendre. C'est important de ne pas avoir peur. Il y a des choses qu'on peut faire, puis on va en discuter dans le sous-groupe sur la représentation des médias. Mais là, en ce moment, la population est derrière nous. On a le gros bout du bâton parce que les gens sont en train de démissionner en masse. Donc, c'est important de savoir qu'on a plus de pouvoir qu'on pense et plus qu'on se fait intimider, plus que ça veut dire qu'on a du pouvoir. Donc, c'est important de regarder toutes les luttes qu'il y a eu, qui continuent à avoir, qui va continuer à avoir pour être capable de faire une convergence des luttes, justement, essayer de les organiser de façon simultanée pour avoir un impact qui est le plus important possible. On pense à toi aussi. Faut que ça change. Yeah. Hey, faut que ça change. Yeah.